Le langage est une capacité humaine très particulière qui te permet d'exprimer tes idées, tes émotions et tes intentions à travers des systèmes de symboles qui sont organisés par des règles. Tu t'en sers pour parler, écrire, comprendre les autres, mais aussi pour réfléchir intérieurement. En psychologie cognitive, on s'intéresse à la manière dont tu comprends ce que tu entends ou lis, à la façon dont tu produis des phrases et à la manière dont tu utilises le langage dans toutes les situations de ta vie quotidienne. Quand tu discutes avec un ami, que tu rédiges un message ou que tu suis un cours, tu mobilises, sans t'en rendre compte, un ensemble de connaissances linguistiques très sophistiquées. Tu appliques des règles de grammaire, tu choisis des mots adaptés, tu interprètes le ton de voix et le contexte, tout ça de façon automatique. Étudier le langage, c'est donc essayer de comprendre comment tout ce système fonctionne dans ton esprit et comment il se met en place au cours du développement. La phonologie va correspondre à l'étude des sons d'une langue et des règles qui organisent leur combinaison. Chaque langue possède un inventaire de sons de base appelés phonèmes, qui permettent de distinguer les mots entre eux. Quand tu apprends une langue étrangère, tu dois souvent t'habituer à de nouveaux phonèmes ou à des contrastes sonores qui n'existent pas dans ta langue maternelle. Ces phonèmes, ce sont les plus petites unités de son capables de changer le sens d'un mot dans une langue donnée. Par exemple, tu remplaces le son P par le son B dans le mot patte, tu obtiens batte et tu passes d'un mot à un autre avec un sens complètement différent. Ce simple changement de son montre que P et P sont deux phonèmes distincts dans cette langue. Chaque phonème se caractérise par des traits distinctifs, c'est-à-dire des propriétés physiques, des articulatoires qui le différencient des autres sons. Ces traits, ils peuvent concerner la présence ou l'absence de vibration des cordes vocales, la position de la langue ou encore le lieu où l'air est bloqué dans la bouche. Quand tu prononces un son, tu combines plusieurs de ces traits, ce qui permet de le reconnaître et de le distinguer des autres. La morphologie s'intéresse à la manière dont les mots sont construits à partir de petites unités porteuses de sens, que l'on appelle des morphèmes. Un morphème, c'est la plus petite unité de signification, et il peut apparaître seul ou bien être combiné à d'autres, pour former des mots qui sont plus complexes. Quand tu analyses un mot en le découpant en parties significatives, tu fais sans le savoir un travail de morphologue. Certains morphèmes correspondent au cœur du sens du mot. On les appelle des racines. Par exemple, dans livre, la séquence livre porte l'idée centrale de l'objet dont on parle. D'autres morphèmes viennent se greffer à cette racine. Ce sont les affixes, comme le F dans livre au pluriel, qui va indiquer le pluriel et modifier la forme du mot sans en changer la catégorie grammaticale. On distingue la morphologie dérivationnelle de la morphologie flexionnelle, qui n'ont pas le même rôle dans la formation des mots. La morphologie dérivationnelle sert à créer de nouveaux mots avec un sens nouveau, comme lorsque tu passes de heureux à malheureux, en ajoutant un préfixe qui inverse le sens. La morphologie flexionnelle, elle, adapte un même mot à différentes contraintes grammaticales. Par exemple, pour marquer le temps, le cas ou le nombre, sans changer la catégorie du mot ni son sens de base. Quand tu dis je chante, je chantais ou je chanterai, tu utilises la morphologie flexionnelle pour indiquer le temps de l'action. Quand tu passes de possible à impossible, tu fais appel à la morphologie dérivationnelle pour créer un nouveau mot qui exprime une idée opposée à la première. La syntaxe regroupe l'ensemble des règles qui déterminent l'ordre des mots et la structure des phrases dans une langue. Ces règles ne sont pas arbitraires, elles permettent de construire des phrases compréhensibles et grammaticalement correctes. Quand tu juges qu'une phrase ne se dit pas, c'est-à-dire que tu fais appel à ton intuition syntaxique, même si tu ne connais pas la règle implicite. Selon Chomsky, tous les êtres humains partageraient une forme de grammaire universelle innée qui servirait de base à l'apprentissage de n'importe quelle langue.
Cette idée, qu'on appelle grammaire générative, elle propose que tu disposes, dès la naissance, de structures mentales qui te guident pour construire et comprendre des phrases. Les langues du monde seraient alors des variations sur un même ensemble de principes fondamentaux. Pour présenter la structure interne des phrases, les linguistes utilisent des arbres syntaxiques qui montrent comment les mots se regroupent en unités plus larges. Les arbres révèlent la hiérarchie entre les éléments de la phrase, par exemple entre le groupe nominal, sujet, le groupe verbal et les compléments. Quand tu fais une analyse d'une phrase complexe, tu peux imaginer cet arbre qui se déploie dans ta tête pour organiser les différentes parties. Si tu prends une phrase comme « Le chat noir regarde l'oiseau sur le balcon », tu peux voir qu'elle se divise en un groupe nominal sujet, le chat noir, et un groupe verbal, regarde l'oiseau sur le balcon. À l'intérieur du groupe verbal, tu peux encore distinguer l'oiseau comme complément d'objet direct et sur le balcon comme complément circonstanciel de lieu, ce que l'arbre syntaxique va te permettre de visualiser. La sémantique, elle se concentre sur la signification des mots, des phrases, des textes et sur la manière dont tu construis ce sens. Elle s'intéresse à la fois au sens isolé des mots et à la façon dont ces sens se combinent dans une phrase. Quand tu interprètes une phrase, tu relis ce que tu entends à tes connaissances du monde et à ton vocabulaire mental. Les relations sémantiques entre les mots sont nombreuses et structurent ton lexique mental. La synonymie correspond à des mots qui ont un sens proche, comme rapide et véloce, tandis que l'antonymie renvoie à des mots de sens opposé comme chaud et froid. L'hyponymie décrit une relation d'inclusion, par exemple entre rose et fleur, et la méronymie relie un tout à des parties, comme roue par rapport à voiture. La sémantique de la phrase s'intéresse à la manière dont le sens global d'une phrase émerge de la combinaison des significations individuelles des mots et de leur organisation syntaxique. L'ordre des mots, la présence de certains marqueurs grammaticaux et la structure de la phrase vont influencer fortement l'interprétation. Tu ne te contentes pas d'additionner des mots, tu construis une représentation cohérente de ce que la phrase décrit. Si tu compares, le chien poursuit le chat, tu vois que les mêmes mots, organisés différemment, produisent un sens totalement différent. La syntaxe modifie ici le rôle de chaque mot dans la scène décrite et la sémantique de la phrase est transformée. La pragmatique étudie la manière dont le contexte influence l'interprétation du langage. Tu ne comprends pas un énoncé uniquement grâce aux mots et à la grammaire. Tu t'appuies aussi sur la situation, les intentions de l'interlocuteur, les connaissances partagées et les normes sociales. Un même énoncé peut prendre des sens très différents selon le moment, le lieu ou la relation entre les personnes. Les actes de parole montrent que parler, ce n'est pas seulement décrire le monde, c'est aussi agir. Quand tu dis « je promets de venir », tu ne fais pas qu'informer, tu accomplis l'action de promettre. De même, quand tu dis « ferme la fenêtre », tu ne te contentes pas de produire une phrase, tu donnes un ordre ou bien tu formules une demande. Les implicatures conversationnelles, elles renvoient à tout ce qui est suggéré ou sous-entendu dans un énoncé, sans être dit explicitement. Tu comprends souvent plus que ce qui est littéralement prononcé, en t'appuyant sur les règles implicites de la conversation et sur le contexte. Cette capacité te permet de saisir l'ironie, les sous-entendus ou les allusions. Si quelqu'un te dit « c'est un peu frais ici », alors que la fenêtre est grande ouverte, eh bien tu peux interpréter ça comme une demande implicite de la fermer. Rien n'est formulé directement, mais tu comprends l'intention grâce au contexte et aux implicatures conversationnelles. L'acquisition du langage va désigner le processus par lequel les enfants apprennent leur langue maternelle, sans enseignement formel systématique. Dès les premiers mois, ils se familiarisent avec les sons, les rythmes et les intonations de la langue qui les entoure. Progressivement, ils construisent un système linguistique complet capable d'exprimer une grande variété de pensées. Plusieurs théories cherchent à expliquer comment tu acquiers le langage. L'hypothèse de l'innéisme, défendue notamment par Chomsky, propose que tu disposes, dès la naissance,
de structures mentales spécifiques au langage qui guident cet apprentissage. D'autres approches mettent l'accent sur l'apprentissage statistique, c'est-à-dire ta capacité à repérer les régularités dans les sons et les mots que tu entends, ou encore sur les usages concrets du langage dans les interactions quotidiennes, comme le suggère l'approche basée sur le langage. Les étapes de l'acquisition du langage, elles suivent une progression relativement régulière, même si le rythme peut varier d'un enfant à l'autre. On observe d'abord le babillage, où l'enfant produit des suites de sons qui se rapprochent progressivement de ceux de la langue, et viennent ensuite les premiers mots isolés, puis les premières combinaisons de mots en petites phrases, avant d'atteindre des structures de plus en plus complexes. T'entends un enfant dire « encore gâteau » ou « maman partie ». T'observes une étape où ton enfant commence à combiner des mots sans encore maîtriser toutes les marques grammaticales. Plus tard, il produira des phrases comme « maman est partie au travail », montrant qu'il a intégré des règles syntaxiques et morphologiques plus fines. Les troubles du langage correspondent à des difficultés qui touchent la compréhension ou la production du langage, et qui peuvent avoir des origines diverses. Ces troubles peuvent affecter la parole, la lecture, l'écriture ou la capacité à organiser des phrases. Ils ont souvent un impact important sur la scolarité, la vie professionnelle ainsi que les relations sociales. La dyslexie, c'est un trouble spécifique des apprentissages qui va concerner principalement la lecture et l'écriture. Une personne dyslexique peut avoir du mal à associer les lettres aux sons, à reconnaître rapidement les mots écrits ou à orthographier correctement. Ces difficultés ne sont pas liées à un manque d'intelligence ou de motivation, mais à un fonctionnement particulier des mécanismes cognitifs qui sont impliqués dans le traitement du langage écrit. L'aphasie, quant à elle, c'est un trouble du langage causé par des lésions cérébrales, par exemple à la suite d'un accident vasculaire cérébral ou d'un traumatisme crânien. Elle peut toucher la capacité à parler, à comprendre ce qui est dit, à lire ou à écrire, selon les zones du cerveau atteintes. Les personnes aphasiques doivent souvent réapprendre à communiquer en s'appuyant sur des thérapies spécialisées et sur des stratégies de compensation. Si tu rencontres une personne aphasique qui cherche ses mots, qui produit des phrases incomplètes ou qui ne comprend pas certaines consignes verbales, tu observes concrètement l'importance des régions cérébrales impliquées dans le langage. De même, si tu accompagnes un enfant dyslexique dans ses devoirs de lecture, eh bien tu peux voir combien la reconnaissance des mots écrits peut être laborieuse malgré une bonne compréhension orale.